Oh, bonjour, bonsoir à tous. Approchez, approchez. Bien. Voilà, ici Nico Weil pour une toute nouvelle vidéo sur deux de mes thèmes favoris, la paléo et le gaming. Ça fait des années que j'observe une petite bataille, plutôt course en fait, chez les jeux de dinosaures, et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler. Elle oppose deux jeux que vous connaissez sûrement et elle les pousse constamment à se dépasser. Et comme je trouve toujours ça cool à observer, j'ai fait cette vidéo qui sert d'historique entre les deux. J'espère que vous êtes prêts, car on y va. Alors, contrairement à d'habitude où je présente d'abord le sujet avant de l'analyser, là je vais remonter aux origines lointaines du truc, et je vous présenterai les deux protagonistes au moment de leur sortie respective. Ce qui viendra assez vite, ne vous en faites pas. Notre histoire débute donc en 2001, qui, vous le savez sûrement, est l'année de sortie d'un certain film qui a pété le box-office. Et comme ses deux prédécesseurs, il a eu le droit à sa flopée d'adaptation en jeu vidéo. Et l'une d'entre elles va se démarquer des autres grâce à une idée simple mais visionnaire, Jurassic Park 3, Park Builder. Comme son nom l'indique, le but est de créer son propre Jurassic Park et de le remplir de dinosaures, mais aussi de magasins et d'attractions générant du profit. Alors, c'est pas le premier Park Builder de l'histoire, Ce serait Theme Park en 94. et pas tout à fait le premier Zoo Builder non plus, Puisque The Tycoon est sorti la même année. mais c'est le premier à le faire en version paléo. Et il a de la chance puisqu'il a la licence Jurassic Park derrière. Le principe sera repris et étendu par un nouveau jeu, largement plus connu, Jurassic Park Opération Genesis, qui va poser les bases des simulateurs de Dino Park, quasi modernes en fait, et en rester la référence pour les années à venir. Après Opération Genesis, c'est un peu le silence radio pendant près de 15 ans, et ce malgré le fameux Jurassic World de 2015, qui aurait dû réveiller le truc. Du moins, c'est ce qu'on croirait. Parce que dans l'ombre, un petit groupe de développeurs travaille sur un projet de reboot d'Opération Genesis. Mais modernisé. Et après quelques embûches, dont une qui deviendra Mesozoica d'ailleurs, ils peuvent enfin lancer leur nouveau projet qui prendra un nom, aujourd'hui familier, Prehistoric Kingdom. Et ouais, l'idée de PK a plus de 10 ans maintenant, ayant commencé en 2014 à partir de 4 développeurs, Mao, Nathan, Kevin et Matthew. Bien, présentons donc le premier protagoniste, Prehistoric Kingdom, jeu de gestion de parc à dinosaures ayant débuté son développement le 14 février 2014. Rendu accessible via une démo en 2017, puis plus tard pour la version définitive en 2022. C'est un jeu de parc animalier à l'esthétique réaliste et scientifique dans lequel le but est de créer un véritable zoo pour vos dinosaures et vos visiteurs. Enfin, du moins c'est prévu. Prehistoric Kingdom est toujours en développement à l'heure actuelle, et la sortie 1.0 est prévue pour 2027. Et retenez bien ça, ça aura son importance. Mais pour l'instant, dans notre histoire, en 2015 donc, PK n'est encore qu'un amas de cellules, même pas un fœtus. Ce qui n'empêche pas la fine équipe, formant désormais le studio Blue Meridian, d'être extrêmement ambitieuse. De 2014 à 2018, c'est des dizaines et des dizaines d'idées de concept art qui voient le jour, voire même quelques modèles 3D d'espèces terrestres, mais également aquatiques et volantes. Et c'est marrant de voir qu'après tout ce temps, certains de ces concept art ont été gardés, comme ce Pachycephalosaure qui a été modernisé pour faire celui qu'on vient d'avoir. Perso, le truc qui m'avait vendu le jeu, c'est une vidéo de Cédric Jurassic de 2017, dans laquelle il parle de 3 jeux. Mesozoica, donc le petit frère avorté, mais aussi Prehistoric Kingdom, dont il a fourni en description la liste des espèces qui étaient prévues pour le jeu. Et franchement, voir ça aujourd'hui c'est déjà impressionnant, imaginez donc un peu mon état à l'époque. Et si pour l'époque c'était peut-être un peu trop ambitieux, certaines de ces espèces vont encore rester en mémoire pour peut-être ressurgir plus tard dans le développement. Mais la vidéo de Cédric ne parlait pas de PK à la base, mais d'un troisième jeu qui s'avère être le deuxième protagoniste du jour, comme la nature est bien faite. Pendant que Blue Meridian réfléchissait dans son coin, on a eu l'annonce de 2 Park Builders. Parkasaurus d'abord, qui sortira en 2018, et qui a une esthétique cartoon et très simple, complètement assumée. Mais qui n'a pas fait tant de bruit que ça, parce qu'en face, on a eu un jeu Jurassic World, d'une ampleur colossale.
Une suite spirituelle à Opération Genesis sur presque tous les points est développée par le boss du jeu de gestion, Frontier. Qui est notamment derrière Roller Coaster Tycoon et la série des planètes. Et ce jeu, c'est Jurassic World Evolution. Ayant commencé son développement en 2016 par Frontier, il sortira finalement en 2018, coïncidant avec la sortie de Fallen Kingdom la même année. Comme Opération Genesis son époque, c'est un park builder en 3D dans lequel vous devez construire et gérer un Jurassic World fonctionnel, complet avec attractions, magasins, infrastructures, et surtout dinosaures. On incarne donc un constructeur de parc débauché par Cabot Finch pour rebâtir des Jurassic World sur les 5 morts, l'archipel des films. À vous d'effectuer vos recherches pour débloquer des dinosaures, leur créer des enclos, subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de vos visiteurs. Le gameplay de construction est, à ce moment-là, très limité, n'ayant presque pas de choix possible. Pareil pour les bâtiments, même s'il y en a pas mal quand même. Cependant, l'aspect gestion est assez poussé et vous permet de gérer vos dépenses et vos profits comme bon vous semble. Il y a également tout un système d'équipe avec la sécurité, les scientifiques, les vétérinaires, qui vont vous permettre de satisfaire 3 secteurs principaux que vous devez équilibrer, la science, le divertissement et la sécurité. Et c'est très important car c'est eux qui vous permettront d'avancer dans le jeu en débloquant des trucs. Parce que ouais, Jurassic World oblige, il peut et va y avoir des problèmes dans votre parc, causés par la météo ou vos créatures. Et c'est à vous, manuellement ou non, de vous en occuper. Enfin, concernant les dinosaures, on a un mix d'espèces issues des films et des originaux, toutes avec certains besoins qu'il vous faudra remplir afin qu'ils se tiennent tranquilles et en bonne santé. Le jeu a reçu un accueil relativement bon, avec une moyenne d'environ 7 sur 10, ce qui est pas dégueu en vrai, même si certains déplorent être déçus. Et même si certains aspects restent encore moyens, et le jeu en lui-même assez peu profond, ça ne l'a pas empêché de se hisser tout là-haut avec les autres grands park builders, comme l'une des séries les plus importantes de Frontier. La deuxième, en fait, avec Planet Zoo qui sortira l'année suivante. Ok, à partir de là, il va y avoir plus qu'un seul Dino Park Builder, JWE. Le monde n'a Dieu que pour lui. C'est le seul qui se veut un peu sérieux, qu'il a de très beaux graphismes, un bon gameplay, il est développé par des gens qui savent y faire avec les jeux de gestion, et surtout, il est plus ou moins le seul dans sa catégorie. Parkasaurus est sympa mais pas vraiment à la hauteur, Mesozoica a fini par mourir, après que le dev principal se soit barré avec l'argent. Il y a bien un petit gars qui a sorti une démo prometteuse l'année passée, mais il est encore très loin d'être prêt. Mais l'avantage principal d'évolution sur ses concurrents, c'est qu'il a la saga Jurassic derrière lui, et c'est ça qui va tout faire en fait. Parce qu'avec juste les dinosaures, il aurait été juste un jeu innovant que les fans de jeux de gestion auraient essayé. Mais vu que c'est Jurassic World derrière, tout le monde se dit « Ah oui, je connais !» puisqu'ils ont vu les films, qui ont beaucoup plus de portée, et ils vont donc être en confiance et prendre le jeu plus facilement, dans l'idée de faire un Jurassic World sans les mauvaises décisions. Et Frontier le savent, puisqu'ils vont, à partir de là, entamer la phase de DLC. J'ai pu faire des observations au fil des ans, et j'ai à peu près compris comment marche le studio. Ils sortent un jeu, sympa de base, avec une version de luxe, rajoutant des bestioles parfois très importantes quand même. Puis ils mitraillent de DLC, plus ou moins dispensables, mais souvent trop chers pour ce que c'est, pendant plusieurs années. Après quoi, ils laissent le jeu finir sa vie dans son coin avant de sortir une suite quasi identique avec quelques grosses fonctionnalités en plus pour que ça vaille vaillamment le coup et rebelote. Ouais, non, je suis pas le plus grand fan de cette méthode, mais comme vous allez le voir, ça va arriver pour Jurassic World. En l'occurrence, après un jeu à 45€ quand même, 50 pour la version de luxe, c'est 8 DLC qui vont le suivre jusqu'en 2020. DLC allant de 19€ pour la grosse expansion Return to Jurassic Park, la meilleure, selon moi, à 5€ pour les terribles packs de 3 créatures. Genre pour 5€, tu peux avoir 3 dinosaures et puis c'est tout. Bon, c'est pas si grave, mais ça pique. Ça pique. En attendant, Prehistoric Kingdom a lancé un Kickstarter avec des paliers censés débloquer des features pour le jeu de base. Seuls quelques-uns n'ont pas été atteints, mais ça comprend tout de même des habitats spéciaux pour des petites espèces, et ce mystérieux pack d'animaux éteints récemment. Mais autrement, pas grand chose de plus. Le jeu sera annoncé dans sa version actuelle en septembre 2020 par la voix du célèbre zoologiste et aventurier Nigel Marven, qui deviendra le narrateur officiel du jeu. Puis le développement se poursuivra en 2021, où il entrera en bêta, pour aboutir à une Early Access en 2022,
version toujours disponible aujourd'hui. Prehistoric Kingdom vient donc officiellement de naître, mais il a encore énormément à faire avant de devenir un vrai bon jeu de gestion. C'est marrant que tu dises ça, vu que l'aspect gestion n'est même pas encore présent. Attends, j'y viens, puisque je vais enfin pouvoir m'attarder dessus. Quand PK sort, les jeux de dinosaures sont toujours dominés par Jurassic World Evolution. Et donc, pour se faire une place dans sa version incomplète, il va devoir miser sur certains points qui vont l'en distinguer. Le premier truc qui a marqué tout le monde, c'est que PK ne se limite pas qu'au Mésozoïque, puisqu'on a également des espèces du Cénozoïque. À la sortie, c'était le mammouth laineux, le rhinocéros laineux et le tigre à dents de sabre, qui ont plus tard été rejoints par quelques autres. Donc déjà, ça, c'est touché là où ça fait mal. Parce que ça fait des années que les fans de JWO réclament d'autres périodes. Qui n'ont toujours pas vraiment eu, d'ailleurs. Alors ouais, il y a 3 espèces et demie qui sont pas mésozoïques, mais ça reste insignifiant. Ensuite, pour rester sur les animaux du jeu, ceux-ci ont choisi une esthétique réaliste et surtout paléo-accurate. Ce qui change drastiquement du style vu et revu de la saga Jurassic World et fait plaisir aux fans de paléo. L'ambiance y est clairement plus légère, on s'approche plus d'un zoo majoritairement calme et joyeux plutôt que du parc d'attractions un peu dangereux à l'atmosphère grisâtre d'évolution. Je comprends rien de ce que je dis. Et puis enfin, certes, ils ont Malcolm, Claire et Owen, mais nous on a Nigel Marven, idole d'enfance de beaucoup et gérant de Prehistoric Park. Donc ça fait quand même plaisir pour le coup. Mais selon moi, le truc le plus important, et lui aussi très demandé pour Evolution, c'est la construction modulaire. En gros, dans Jurassic World Evolution, tous les bâtiments étaient déjà tout prêts, faits par les développeurs eux-mêmes. Et si Prehistoric Kingdom a ça aussi, comme Planet Zoo, il possède un système de construction modulaire, qui met des blocs de construction dans les mains des joueurs. Ceci, couplé à un certain système de manipulation qui permet de déplacer, tourner et dans le cas présent, agrandir toutes les pièces, permet aux joueurs de concevoir leurs propres enclos et bâtiments avec une sacrée liberté. Et ça, c'est un gros point fort pour PK, et il y a qu'à voir ce que les gens en font sur Reddit, pour voir à quel point le truc est bien et apprécié de la communauté. Mais même avec toutes ces choses incroyables, PK a du mal à décoller. Principalement car il n'y avait pas grand chose, et qu'il manquait plein de fonctionnalités très importantes. Comme à peu près tout ce qui touche à la gestion. Dommage, pour un jeu de gestion. Mais pour l'heure, cet aspect construction bac à sable et environnement réaliste et scientifique a permis au jeu de se construire une toute petite communauté. Sauf que l'année précédente, l'adversaire est déjà revenu en force. Jurassic World Evolution 2 sort en 2021, et avec lui, la stratégie de Frontier pour la suite de ces jeux revient. Par rapport au premier, tout ce qui a été ajouté en DLC revient en tant que contenu du jeu de base. Ce qui est très bien, mais qui rend plus ou moins le premier jeu obsolète. Et en plus de prendre la meilleure version d'Evolution 1, il se concentre sur quelques fonctionnalités importantes et qui vont drastiquement changer le gameplay en l'enrichissant de fou. Et si à mon avis, ces features devaient fatalement arriver, parce qu'elles sont assez basiques et très demandées, vous ne nierez pas qu'elles ont eu un certain impact sur Prehistoric Kingdom. Les plus complotistes avanceront même que c'est exprès pour écraser le jeu indépendant. Le premier de ces changements reprend des éléments du dernier film sorti à l'époque, Jurassic World Dominion. Dans ce film, les dinosaures se trouvent partout sur la planète, et on peut notamment les voir dans une région assez aride et dans une plaine enneigée. Et ça permet à Evolution 2 d'introduire différents biomes et climats, changement très bienvenu par rapport aux îles exclusivement tropicales du premier volet. Chose qui était très demandée par la communauté, peut-être parce que c'était présent à la sortie de Prehistoric Kingdom. Ah, je pense pas. C'est quand même la base d'avoir de la variété de biomes dans un The Builder. La deuxième fonctionnalité, et pour moi la principale de ce deuxième jeu, c'est les nouvelles espèces. Alors non, je veux pas parler de tous les animaux issus du 1, DLC compris, ni même des quelques nouvelles additions comme Amargasaur, Cryolophosaure ou Pachyrhinosaure, mais plutôt des espèces marines et volantes qui font leur arrivée. Maintenant, il est possible de placer des lagons et des volières et de les peupler de reptiles marins et volants. Et si on a les obligatoires Dimorphodons, Mosasaures et Pteranodons, qui reviennent du premier mais en mieux, on a également un bon paquet de créatures faites par Frontier, de manière plus ou moins inspirée, plus ou moins réaliste, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important qui a été ajouté au jeu, et c'est très bien. Après, il y a encore quelques nouveautés et améliorations par rapport au premier, comme tout ce qui touche au personnel qui a grandement été amélioré, sans être trop complexe, les scénarios théorie du chaos ou la recapture des dinosaures dans la nature, au lieu de juste les créer. Mais c'est principalement ces deux premiers points qui ont été mis en avant par la communication, et qui changent le plus le gameplay et l'expérience de jeu.
Tout ceci fait d'Evolution 2 un franchement bon jeu de gestion, qui grâce à la licence Jurassic World, encore une fois, remplace son prédécesseur en tant que jeu de gestion de dinosaures numéro 1, éclipsant totalement tous les autres. Et tu sais que tu domines le monde quand des youtubeurs qui n'ont rien à voir avec la palle ou la gestion font des vidéos sur toi. Bien, à partir d'ici, on a les 2 protagonistes sortis et disponibles pour tout le monde. Je vais donc dresser un tableau qui va me permettre de lister leurs points forts par rapport à l'autre. D'un côté, on a la saga Jurassic World Evolution, avec donc la licence Jurassic tout en haut, parce que c'est l'argument de vente principal. Ensuite, on a les espèces volantes et aquatiques, le système de gestion très poussé, le combat et le danger, évidemment, les missions et le scénario, le pimpage de génome, quand même, les différents biomes, mais... Ah, et le support console aussi, j'avais oublié. Pour l'instant, il n'y a que lui qui l'a, et je pense que c'est déjà pas mal. Ok, de l'autre côté, on a Prehistoric Kingdom avec les animaux paléo-accurate, les espèces cénozoïques, des biomes et des plantes variées, qu'on peut enlever, du coup, des 2 côtés, puisque c'est un point qu'ils ont en commun, même si c'est un peu mieux du côté de Prehistoric Kingdom, quand même. Et surtout, on a la construction modulaire et le système de brosse pour le terrain, dont j'ai pas parlé, mais qui est très très bon. Ok, maintenant qu'on a ça, on va regarder et comparer l'évolution des 2 licences qui vont avoir une certaine influence sur l'autre. Et on va commencer côté PK, puisque c'est là qu'il y a le plus de travail à faire. Car chose importante à rappeler, Blue Meridian n'est qu'une toute petite équipe, ayant commencé à 4 mais s'étant élevé à seulement 11 actuellement. Et malgré le soutien de leurs éditeurs, Crytivo, ils ont un budget plus que limité, au point d'avoir ouvert un Patreon sur lequel vous pouvez donner. Et les pauvres gaillards doivent rivaliser avec un monstre développé par l'un des plus gros développeurs de jeux de gestion, une team de presque 1000 personnes et avec le soutien financier de Frontier et Universal. Donc là on est limite sur un David contre Goliath, mais vous allez voir que PK va se défendre, et plutôt bien d'ailleurs. La première chose que Prehistoric Kingdom va faire après sa sortie, c'est une mise à jour retapant le biome désert, et ajoutant 3 créatures, Celophysis, Célidosaure, et surtout le Dilophosaure, dans sa version scientifique. On a dit, miser sur les points de différence. Vient ensuite le Paraceratherium, espèce cénozoïque, et le fameux Velociraptor, encore une fois, scientifique. Mais c'est surtout fin 2023 que PK va faire un pas en avant avec la mise à jour 9, qui étoffe le biome prairie/savane, ajoute la capacité de nager à tous les animaux, Ce qui n'est pas le cas de son adversaire, donc point pour PK. et surtout rajoute 4 nouveaux, le Muta, l'Urano, le Carcar et le fameux Spinosaure, tête d'affiche dans sa version 2020 et accompagnant parfaitement cette mise à jour. De son côté, JWO 2 en 2022 a eu le droit à un DLC avec 4 espèces, puis un centré sur Camp Cretaceous, suivi encore après de 2 sur Dominion. Ces 3 DLC ont au moins la délicatesse d'ajouter des scénarios et pas mal d'espèces et de skins, mais bon, globalement ça s'arrête là. En 2024, pendant que JWO 2 termine ses DLC, prenant la forme des habituelles 4 espèces et puis c'est tout, Quoique, il commence cependant à se pencher vers l'accurate en termes de représentation, à partir du pack dinosaure à plumes, et c'est une direction qui persiste encore aujourd'hui. ouais, mais c'est loin d'être parfait, et clairement c'est moins important que pour son rival, donc je vais garder le point pour PK. Celui-ci va lancer l'update 10, centré sur l'âge de glace, avant de sortir les 2 gros morceaux, les mises à jour 11 et 12, qui, comme d'habitude, rajoutent de nouvelles espèces, en l'occurrence Anki, Bronto, Apato, Plateo et Lelinasaura, étoffent un biome, le biome côtier, mais surtout tacle enfin un des gros points faibles du jeu, à savoir l'aspect gestion lui-même. A partir de cette mise à jour, les employés peuvent enfin être recrutés et améliorés, assignés à certains lieux ou certaines tâches, et ont une IA améliorée, comme les visiteurs d'ailleurs. Il y a aussi une gestion des enclos, des mangeoires et des abreuvoirs, des déjections, des enrichissements, et tout un système d'approvisionnement et de production. Maintenant, vous devez soit importer, soit produire sur site la nourriture que vos animaux et visiteurs vont pouvoir utiliser. Et en plus de ça, l'année se termine sur l'ajout de 2 autres espèces glaciaires, l'ours des cavernes et le mégalocéros, ainsi qu'une amélioration de l'éditeur de terrain. Donc parmi les défauts de Prehistoric Kingdom, même si c'est pas encore parfait, on peut noter la nette amélioration du système de gestion, au point où le youtubeur Devild, spécialisé dans Planet Zoo, l'a décrit comme un jeu qui peut enfin être joué normalement. Bah bravo à PK. Mais cette année 2024 a surtout donné 2 trucs. Un teasing de grosses fonctionnalités pour Prehistoric Kingdom, et un manque de support pour Jurassic World Evolution 2, abandonné vers le milieu de l'année.
Et vous savez ce que ça veut dire. 2025 va être chargé. L'année dernière a été un tournant décisif pour Prehistoric Kingdom. Car maintenant que des grosses fonctionnalités importantes ont été mises, il faut continuer dans ce sens pour, ensuite, se démarquer de celui qui lui fait de l'ombre. Car c'est bien connu, la compétition est un moteur puissant de changement et de transformation pour les deux parties impliquées. Quelque chose qu'un petit scientifique anglais a écrit dans un livre, et qui s'applique non seulement à l'évolution du vivant, mais aussi à nous, les hommes, et ce que nous créons. Et en voici un exemple. On a déjà vu que PK se sépare de Jurassic World Evolution par quelques points clés, mais il est temps d'en rajouter de nouveaux. Et le plus gros d'entre eux a été annoncé dans les devlogs. Ces petites lettres sont utilisées par les développeurs pour nous faire part de leur avancée sur le jeu. Ils paraissent toutes les fins de mois et je les suis religieusement depuis plusieurs années. Et au milieu de 2024, PK a annoncé l'ontogénie, c'est-à-dire la croissance des animaux, de bébés à adultes. Contrairement aux autres jeux du genre, les bébés animaux vont naître et grandir progressivement avec un système dynamique où l'on peut voir l'animal développer des traits d'adulte au fil de sa vie. Et avec cette idée qui est déjà géniale, viendra un système de reproduction et de hiérarchie sociale poussée, similaire à ce qu'on pourrait voir chez des animaux modernes, et qui n'a encore jamais été fait aussi fort dans aucun jeu. Et tout ça a été introduit dans les mises à jour 14 et 15, avec d'autres fonctionnalités comme la paléobotanique, les vétérinaires et 2 dinosaures, Gallimimus et Oviraptor. Et ça c'est massif, et ce sont ces 2 mises à jour, ainsi que le travail précédent, qui ont permis à Prehistoric Kingdom de faire grandir sa communauté et de sortir un peu de l'ombre. Parce que ça, l'aspect animal et social, la vraie paléobotanique, et surtout l'ontogénie et la reproduction, tout ça, ce sont des choses que PK propose, que son adversaire ne propose pas, et qui lui ont permis de se faire un nom. Du moins, au début. Parce que ouais, après un très très gros silence assez inquiétant, au vu de la sortie de Rebirth en juillet, un certain Jurassic World Evolution 3 est enfin annoncé par Frontier et Universal. Et personnellement, le premier trailer m'a fait me dire « Aïe ». Pourquoi ? Parce qu'avec le développement et la popularisation de PK, Jurassic World Evolution commence à avoir un concurrent. Et pour garder sa place de numéro 1, il va falloir faire des changements. Et c'est ainsi que les fameuses nouvelles fonctionnalités mises en avant pour ce jeu sont des points importants qui faisaient que PK se distinguait de Evolution. Déjà, l'un des premiers trucs qu'on voit, c'est la reproduction et les bébés dinosaures, ce que PK venait d'ajouter quelques mois avant. Bon, ça c'est encore logique, c'était très demandé et ça allait arriver un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième gros truc, c'est un nouvel outil de modification de terrain, revu et amélioré, puisqu'on a maintenant de nouveaux chemins, une brosse pour les cailloux, de la palbotte plaçable, et surtout de l'eau qui s'écoule et des cascades. Chose très demandée pour les 2 jeux. Mais moi, ce qui m'a fait le plus tiquer, et un peu mal, faut le dire, c'est l'ajout de la construction modulaire dans Evolution. C'était LA feature phare de PK contre JWE, et voilà qu'il l'ajoute, avec la possibilité de bouger, incliner et agrandir plein de pièces pour confectionner des bâtiments. Ça fait un peu mal, sachant que les devs ne voulaient pas faire un Planet Zoo dinosaure, et la construction modulaire vient des jeux planètes, justement. Ah, et aussi, ils ont ajouté de nouvelles attractions entre dinosaures et public, ainsi que les ptérosaures qui marchent et les dinosaures qui nagent. Même si ça ne s'applique pas à tous, et que c'est loin d'être très poussé. Mais bon, ce système était quand même très réclamé, donc on pouvait s'attendre à le voir venir. Même si ça reste très dommage. Alors, les plus complotistes diront que les devs de chez Frontier ont espionné ce qui se passait chez Blue Meridian et ont piqué toutes les idées, mais je pense pas, puisque de 1, tout ça était des features très demandées par la communauté, et ils les écoutent régulièrement, et 2, le projet devait déjà être en développement quand PK a annoncé les bébés dinosaures, voire même assez avancé. Donc je pense que PK a dû avoir une incidence sur le développement d'Evolution 3, mais pas autant que certains le disent. Mais le résultat est là. Pour finir avec Evolution 3, il reprend tout ce que le précédent fait, et a rajouté des fonctionnalités en plus, ce qui lui a permis de le supplanter, encore une fois. Cette fois-ci, pourtant, tous les animaux n'ont pas pu revenir tout de suite, et ils les sortent gratuitement tous les mois, ce que je trouve très bien pour la durée de vie. Et comme Evolution 2, il se place en tant que... Non. Comment ça, non ? Eh ben non, je pense pas qu'il reste l'unique dominant. Maintenant, il a un adversaire qui n'a pas su se laisser déstabiliser. Pendant qu'Evolution 3 s'installe et sort son premier DLC en décembre,
qui reprend désormais la formule Planet Zoo, à savoir un biome, des constructions et 3 bestioles, pour 10 € toujours. Bon ben, on va dire que c'est mieux. Bref, pendant ce temps-là, Prehistoric Kingdom était occupé à faire des dingueries, à savoir mettre des animaux dans des boîtes. Un truc fortement demandé et déjà présent dans Planet Zoo sont les terrariums, dans lesquels des petits animaux peuvent être placés. Eh bien, PK l'a fait, avec tout un système de personnalisation, de construction autour et dedans, et surtout plein d'espèces de petite taille, ignorées par Jurassic World Evolution. Alors, ça fait longtemps qu'on a vu Microraptor et Archaeopteryx, mais maintenant on a aussi des espèces terrestres comme Compsognathus, Dictodon ou Simosuchus, ou amphibies comme Tiktaalik, Diplocolus et Titanoboa. Ah oui, non seulement Titanoboa, mais surtout des espèces paléozoïques. On en attend donc encore plus. Ah bah, sache que c'est prévu, apparemment. Oui, ben j'attends. Et depuis 2026, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose pour les deux jeux. Mais pour deux raisons très différentes. Pour Evolution 3, le fameux DLC Jurassic World Rebirth a pris un temps fou parce qu'Universal a ordonné un silence radio pendant 2-3 mois autour de la licence Jurassic World. Et toute cette attente pourquoi ? Un DLC quand même sympa, mais à 25€. Combien? Pour vous dire, c'est littéralement le prix de Prehistoric Kingdom. Complet. Et même si je salue les efforts quand même, faut pas déconner, pour un DLC qui rajoute moins que ceux du précédent jeu, ça me brosse pas dans le bon sens du poil. Et pour PK, les devs étaient occupés à implémenter un système immense, le combat intra- et interspécifique. Et oui, la mise à jour est sortie il y a pas longtemps et rajoute 3 dinosaures archi connus, Stégosaure, Allosaure et Pachycéphalosaure, 2 nouvelles fonctionnalités pour le staff, Notamment les zones assignées et le bien-être. mais surtout un système de combat dynamique entre les animaux qui les inclut tous, y compris les hadrosaures et les sauropodes. Ce qui n'est pas le cas de JWE. Donc cet avantage-là s'égalise enfin. Et c'est là que notre historique prend fin. Alors, cette vidéo n'avait pas d'intention malveillante, malgré ce que j'aurais pu faire entendre. Mon but n'est pas de vous dire lequel est le meilleur, ni de diaboliser ou rabaisser Evolution, ni de trop encenser Prehistoric Kingdom, mais plutôt de faire un constat et une observation de leur dynamique et interaction en tant que deux jeux de gestion de parcs à dinosaures. Aujourd'hui, Jurassic World Evolution reste le plus gros jeu de gestion, le plus populaire, joué et avec le plus de moyens, une grosse équipe et un développement continu. Et pourtant, ces premières années, il pouvait se reposer sur ses lauriers et se permettre de ne pas faire grand chose, ou que de petites avancées mineures entre les jeux. Et surtout, sortir des DLC assez pauvres pendant des années. Cependant, il n'est désormais plus le seul dans sa catégorie, puisque Prehistoric Kingdom, qui partait pourtant avec un certain désavantage, a réussi à remonter et à devenir son concurrent principal avec une grande ambition et de très bonnes idées, qui, je n'en doute pas, ont forcé Evolution à revoir sa méthode et à toujours proposer mieux pour ses joueurs. Car les vrais gagnants dans l'histoire, c'est eux, qui non seulement ont désormais 2 très bons jeux disponibles, mais en plus les voient évoluer pour être de mieux en mieux, chacun à leur manière. Et ça, c'est toujours cool. Au final, cette petite rivalité est assez bénéfique pour tout le monde, et PK comme JWE sont au final des expériences assez différentes l'une de l'autre, comme on a pu le voir, et si ce style de jeu vous intéresse, je vous invite évidemment à aller regarder. Maintenant, on sait pas de quoi la suite sera faite, pour l'un comme pour l'autre. JWE est dans une phase de silence après la sortie du DLC Rebirth, mais doit probablement déjà travailler sur ses prochaines extensions, continuant quand même à se reposer sur sa place de numéro 1. Ah, et il compte ajouter Minmi et Taurosaur dans la prochaine mage en tant qu'espèce gratuite. Quant à PK, le dernier devlog vient de sortir, et comme la dernière mise à jour est très récente, il est relativement court. Mais on peut y lire que leurs priorités actuelles sont la correction de bugs, le début du support manette, Et donc peut-être un futur portage console. et enfin, l'annonce du bison à longue corne et du bison des steppes en tant qu'espèce pour la 1.0. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'histoire de Jurassic World Evolution et de Prehistoric Kingdom. Je savais pas du tout où j'allais pour celle-là, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si c'est le cas, vous pouvez liker et laisser un commentaire sous la vidéo. Fort heureusement pour moi, je retourne sur un sujet où j'ai pied, à savoir un paléo landscape, un peu spécial cependant, mais pour découvrir pourquoi, je vous suggère de vous abonner à la chaîne. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, et surtout, restez sauvages. Voilà, c'est fait. Bon allez, on peut le dire maintenant. Ah mais bien sûr, évidemment que c'est Prehistoric Kingdom le meilleur.